Europe 1, il est 8h18. C'est l'interview d'Europe 1 matin. Jean-Pierre Alcabache, vous recevez Sébastien Lapac, écrivain spécialiste du Brésil. Messieurs, c'est à vous. Combien de fois vous êtes allé au Brésil ? Une vingtaine de fois. Au Brésil, toutes les grandes cités choisies, même pour le mondial, sont en train de se révolter. Sébastien Lapac, bonjour. Bonjour. Les Bleus arrivent au Brésil. La ville de Sao Paulo est en état de siège. Oui, c'est difficile de circuler à São Paulo, mais alors quand le métro fonctionne, mais alors que le métro en grève, ça devient totalement impossible. Il faut circuler en hélicoptère. Vous imaginez que c'est réservé à une classe sociale très limitée. Sao Paulo, c'est combien d'habitants ? 22 millions d'habitants. C'est-à-dire par rapport à Rio ? Le Brésil fait 200 millions d'habitants, donc il y a 10% du Brésil qui se loge là. Et Rio, c'est 7 millions d'habitants, peut-être 9 millions avec... C'est-à-dire 3 fois moins. La ville de Rio est plus petite que Sao Paulo. On voit dans lequel il va y avoir, cette ville dans laquelle il va y avoir 3 matchs. Et en plus, le stade n'est pas fini. Oui, alors ce stade qui était annoncé en plus à 280 millions d'euros, qui en coûterait finalement 400, n'est pas fini. Il n'y aura pas de connexion Internet. S'il pleut, les gens devront ouvrir un parapluie. Alors ça s'appelle au Brésil la débrouillardise, hein, c'est la vie quotidienne des Brésiliens. Mais pour les Européens, les Occidentaux, ça risque d'être un peu étonnant. C'est toute la mythologie du Brésil qui est en train d'être mise en cause avec des conflits sociaux qui vont perturber, peut-être même énerver les équipes. Comment on peut jouer et se concentrer dans tel climat. Oui, probablement, mais la Séleção, l'équipe brésilienne elle-même, sera peut-être psychologiquement affectée par ce qui se passera dans le pays, parce que ça se déroulera comme l'année dernière lors de la Coupe des Confédérations. Il y aura et des matchs et des émeutes autour des stades. Vous pensez qu'il peut y avoir en même temps émeutes et mondial ? Bien sûr, d'ailleurs, vous parliez des mythologies du Brésil. Une des mythologies du Brésil, c'est que c'est un pays de contraste, qu'il y a de la richesse et de la pauvreté, qu'il y a de la violence et de la douceur. Et ben, il y aura la fête du foot et une contestation politique. Ça sera, comme toujours, une terre de contraste. Le Brésil est un continent riche avec du pétrole, des mines, des diamants et même une puissance agricole. Oui, c'est la plus grande agriculture du monde dans bien des domaines. Il faut le rappeler, oui. Je crois qu'il y a plus de têtes de bétail que d'habitants. C'est le premier producteur mondial de soja, d'orange, de café, de cacao. Sébastien Lapac, les sociétés latines, elles connaissent ces pratiques et même ces tactiques. À l'occasion d'un événement important, ou des départs en vacances, ou de la saison des festivals, eh bien, on accentue la surenchère et la menace de paralysie. C'est une manière radicale et peut-être efficace de faire pression sur un gouvernement. Est-ce qu'ils vont obtenir, ou sur un patron, est-ce qu'ils vont obtenir que Dilma Rousseff cède à ce qu'il demande ? Elle a déjà cédé aux revendications des policiers de Brasilia la semaine dernière. Ça ne suffit pas. En fait, c'est vrai qu'il y a deux contestations qui se sont jointes finalement. Au départ, c'était plutôt la jeunesse et la jeunesse éduquée des villes. Enfin, il y a 500 villes qui ont été en état d'émeute l'année dernière, donc ce ne sont pas uniquement les grandes villes du pays. Et maintenant, il y a effectivement des employés du secteur public, policiers ou chauffeurs de métro. Donc, ces deux contestations se joignent et pour Dilma, c'est un problème parce qu'on est à la veille d'élections présidentielles en octobre et novembre. Oui. Oui. Alors on répète aussi que les populations pauvres des favelas descendent dans les rues. Est-ce que c'est vrai ? Non, c'est pas vrai. Il suffit d'ailleurs de regarder les images et de regarder la façon dont sont habillés les gens qui manifestent ou même leurs slogans. Ils ont parfois les masques des Anonymous. Ça signe plutôt un étudiant, ça. Et les gens des favelas, vous savez, ils ont envie que leur trafic de drogue, les donos, donc les chefs des favelas, n'ont pas du tout envie qu'il y ait des émeutes. Alors, il y a eu des mouvements, en effet, à un moment, l'année dernière, je l'ai observé à Rio, dans la favela Rocinha, mais c'était très encadré par les donos. Ils n'ont pas du tout envie que leur favela soit à feu et à sang. Quand vous dites les donos, Sébastien Lapac, ont besoin d'ordre pour leur commerce. Tout à fait, c'est exactement ça. De toute façon, c'est partout pareil. Les voyous n'aiment pas la contestation politique. Et pourquoi les classes moyennes, celles qui ont une formation, un logement, un emploi ? Parce que le PT, donc le Parti des travailleurs, est au pouvoir au Brésil depuis 12 ans. Lula avait été élu en 2002. Il a fait beaucoup pour les extrêmement pauvres. C'est-à-dire qu'il y avait 20 millions de personnes qui souffraient de faim. Maintenant, c'est inférieur à 10 millions. Il a distribué une bourse familiale à 13 millions de familles, c'est-à-dire à 50 millions de Brésiliens, un quart du pays. Donc ces gens-là, ce sont les populations des zones rurales du Nord-Est. On ne peut pas dire que le PT ne s'en soit pas occupé. Il a redistribué 1% du PIB à la direction des plus pauvres. Ça fait un fantastique réservoir électoral. Mais par contre, Nord-Est, du Nord, ce qui était le plus pauvre, avec les grands propriétaires terriens, etc. Exactement. Et par contre, la jeunesse des villes, les classes moyennes, se loger à Rio ou à São Paulo, ça coûte 2 fois ce qu'est se loger à Paris. Il faut imaginer ça. Et il faut rappeler que le salaire minimum est l'équivalent de 200 € par mois. Donc on se demande comment les gens font pour vivre. Mais ces manifestants, ils aiment aussi le foot. C'est des fans de foot. Ils jouent au foot. Mais sur les plages. Beaucoup de gens vous diront, je préfère aller jouer au foot sur la plage avec mes amis que le regarder à la télévision. Alors, tant de milliards dépensés pour un mois, dont beaucoup seront inutiles aux besoins immédiats et même la sécurité, etc. Et avec en plus la corruption.
Oui, parce que le prix... D'abord, est-ce qu'elle est vraie ? Ah bah oui, parce que il y a des personnes qui vous diront qu'au Brésil, tout le monde est corrompu, depuis l'employé du gaz qui vient relever votre compteur jusqu'au président de la République. Sauf Dilma Rousseff. Ou Lula. Non. Bah oui, mais enfin, c'est des gens très proches d'eux. Vous savez que Dirceu, qui était le ministre le plus proche de Lula, est actuellement en prison. Mais ça n'a pas suffi à calmer la colère. Et d'ailleurs, les Brésiliens ont plutôt tendance à s'en remettre aux juges du tribunal suprême fédéral qu'à leurs hommes politiques. Parce qu'ils voudraient vraiment une véritable opération main propre. Sébastien Lapac, c'est à peine croyable. On en parlait avec Maxime Switek. Ils ont le mondial chez eux, une équipe enviée, et ils marquent leur désamour à l'égard du foot. Oui, c'est pas à l'écart du foot d'ailleurs, hein, c'est du foot spectacle, de ce qui est devenu le football avec la FIFA. Alors on croyait que la contestation de la FIFA était une chose limitée à des trublions comme Maradona ou peut-être Romario, et on se rend compte qu'il y a une grande partie de la population brésilienne amoureuse du football qui a une haine noire à l'égard de la FIFA, une colère mais violente. Pour quelle raison ? Parce que la FIFA se comporte quand même fait une sorte de néocolonialisme. Il ne faut pas oublier qu'au Brésil, on est en Amérique du Sud, donc c'est un pays du Sud, avec susceptible, avec une conscience politique qui n'est pas celle de l'Afrique du Sud, une conscience politique plus forte, et que dès lors que la FIFA fait des choses, je vous donne un seul exemple, Sepp Blatter l'année dernière fait un discours dans un stade, il fait ce discours en espagnol. Bon, il ne pouvait pas apprendre quelques mots de portugais. Vous voyez déjà, ça fait le comportement typiquement néocolonial. Et puis, vous savez, il y a un secrétaire général de la FIFA qui a expliqué que c'était plus facile d'organiser une Coupe du Monde dans un État autoritaire que dans une démocratie pluraliste. Donc, il y a l'exemple de l'Afrique du Sud il y a quelques années. Voilà. En 2016, c'est ce qui se passe après la grande crise. On voit bien que c'est difficile de créer des grands événements mondiaux. C'est des événements qui coûtent des milliards de réals ou d'euros. Et donc, dans la situation d'une crise économique que vivent tous les pays occidentaux, parce que le Brésil ne va beaucoup moins bien économiquement qu'il y a 10 ans. Donc c'est aussi pour ça que la population souffre, et une population qui souffre n'est pas heureuse de voir des stades à 400 millions d'euros. Donc avec un Brésil très susceptible, ou des Brésiliens très susceptibles, le néocolonialisme, d'après ce que vous dites Sébastien, de la FIFA les met en colère et durcit leur colère. Oui, parce que la FIFA s'est comportée mal et maladroitement, si on veut, dans le meilleur des cas, dès le début. D'abord, les places trop chères faisaient que ça ne pouvait pas être un événement populaire. Ensuite, apparemment, les emplois distribués dans les stades, autour des stades, n'ont pas été donnés à la population brésilienne, ce qui aurait été une manière en plus, en créant, même si c'est des emplois temporaires, en créant des emplois pendant cet événement, ça aurait rallié la population brésilienne. Et ensuite, il y a des tas de paroles malheureuses, et jusqu'à Michel Platini, qui ont il y a une susceptibilité très forte des Brésiliens parce que c'est un grand pays, 200 millions d'habitants, je le rappelle. Il y a un mouvement nationalisme métissé qui monte. Voilà, en plus c'est vrai que c'est un nationalisme très paradoxal, colonial. Vous savez, il y a un géographe ou un sociologue qui disait « Le Brésil est un monstre tropical catholique ». Voilà, c'est ça. Alors nous, l'esclavage, hein, c'est le dernier, il n'y a pas longtemps encore. C'est quand même le dernier pays du monde à avoir supprimé l'esclavage en 1888. Donc la mentalité aussi, cette fierté de l'esclave affranchi, elle est dans les tripes brésiliennes. Un désamour, peut-être momentané, de dépit, de colère, pas contre le foot, mais une colère sociale, alors que c'est une année électorale de présidentielle, et en même temps peut-être les matchs. Et on parlait tout à l'heure du film de Cantona, qu'on va peut-être citer. Il expliquait ce sentiment fort et grave des Brésiliens d'être dépossédés de leur football. Ouais, ce film qui s'appelle Looking for Rio, qui pour moi est la chose la plus intelligente qui a été dite et montrée sur le Brésil ces dernières semaines. Mais la leçon, c'est que ça peut avoir lieu, comme le disait tout à l'heure Nicolas Barré, il peut y avoir à la fois des risques pour les investissements étrangers dont le pays a besoin, une image désastreuse, mais en même temps avec les Brésiliens, tout est possible. Vous n'êtes pas chroniqueur sportif, vous ? Non. Non, parce que les chroniqueurs sportifs, quand on les écoute, surtout dans les télés, ont l'air de trouver tout beau, tout bien, même les grands embouteillages, ils sont un peu obligés. C'est vrai que moi, je regarde les choses un peu plus politiquement, donc je me permets d'avoir le regard plus noir sur la réalité brésilienne contemporaine. Mais pas trop noir, il ne faut pas. Merci d'être venu. On va essayer d'être équilibré. Merci Jean-Pierre, merci Sébastien Lapac. On n'a pas donné le titre de votre ouvrage, Théorie de Rio de Janeiro, c'est aux éditions Actes Sud. Merci d'être venu dans ce studio ce matin. Europe 1, il est 8h27. La France doit livrer les navires Mistral qu'elle a vendus à la Russie.